Bonjour Chantal. Bonjour. Tu es en forme? Oui, je suis en forme. Ah, je t'ai vu à Québec au salon international du mieux-être. Oui. J'étais allé voir un petit bout de ta conférence, puis je t'ai trouvé pépé pas mal. Moi, quand je suis dans du monde, regarde, je carbure au monde. Ah oui? Je carbure au monde. J'ai souffert longtemps de carburer au monde, mais maintenant, maintenant c'est ma drogue. Okay. C'est vraiment ma drogue. Okay. Quand je suis dans le monde, là, je flotte, je vole. Ah ouais? Ouais, c'est bon. C'est vraiment ma drogue. On parlait tout à l'heure, tu me disais que tu étais conférencière et guide en libération de l'être. OK. Tu fais veiller à ça. Quand est-ce que ça t'a pris, cette maladie-là? La maladie, ça a été de ne pas l'être. OK, oui. C'est vraiment... Moi, je suis née empathe. Je suis née hypersensible. Donc, ça a été pour moi quelque chose que j'ai vécu comme de la vulnérabilité. C'est quelque chose que j'ai vécu comme de l'hyper-vulnérabilité, de l'hyper-fragilité, parce que ça m'a fait souffrir. Parce que les gens ne veulent pas, t'es un enfant, t'es hyper fragile, tu ris à pisser dans tes culottes, tu brailles à tout bout de champ pour rien, tu t'émeus de plein de choses. Des fois, ça t'appartient, des fois, ça t'appartient pas. Puis tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai là? Les gens veulent pas voir que tu es fragile. Puis des enfants, il n'y a pas plus méchant que des enfants. On cherche tout à se sécuriser en sécurisant notre environnement. Donc, si on est... donc, c'est ça, je suis devenue une petite fille qui se faisait jouer des tours, qui se faisait persécuter par les petits-enfants de l'entourage. T'es naïve. Oui, très naïve, très fragile, mais en même temps très enjouée. Donc, je fonçais tête baissée. Ils venaient me rechercher le lendemain, les trois petites filles qui me cherchaient le trou de chat. Ils venaient me chercher le lendemain, puis je retournais parce que j'étais contente d'être avec du monde. Oui. J'étais contente de... Alors... c'est ça, fait que à un moment donné, ben, c'est devenu vraiment je me suis dit, bon, ben, OK, si je montre que je suis fragile, si je montre que je suis vulnérable, ben, je vais manger de mes bas toute ma vie. Puis là... tu as commencé à te protéger. J'ai commencé à me protéger, mais j'ai sorti la grosse artillerie, là. Ça a été vraiment un gros blindage. Ben, d'un, tu sais, ma mère m'avait beaucoup enseigné ça, à se blinder, puis à pas laisser voir notre fragilité, puis à se laisser atteindre. Fait que j'ai développé une grosse carapace, je me suis cachée. Là, je suis devenue tout le contraire. Fait que je me battais dans les autobus. je me chamaillais. T'avais quel âge, là? Ah, j'étais au primaire, là. Je devais être en 3, 4, 5e année. Puis, je me battais dans les autobus. Ma soeur a dit à maman, ah, maintenant, elle va manger une taloche. Puis, je me battais avec des plus grandes aussi. Parce que les humains, quand on a peur, ouais. Soit on fige, soit on se sauve, soit on attaque. Fait que je me suis sauvée pendant un bout, j'étais essoufflée de courir parce que je figeais, tu sais. Puis là, maintenant, j'ai dit, bon, ben, regarde, on va sortir on me blinder, m'en sortir l'artillerie, puis m'attaquer. Donc, je me battais, je me chamaillais, des plus grandes, des plus petits. J'ai même revu une fille avec qui je me chamaillais il y a quelques années, puis tu sais, je dis, hey, je me sorcière parce qu'elle avait des grands ongles, puis elle griffait au lieu de donner des coups de poing, moi je donnais des coups de poing. Donc, ça a été une période de ma vie où je me suis débattue beaucoup pour prendre ma place. J'avais une sœur aussi qui voyait ma fragilité, qui voulait me protéger. Ma mère voulait me protéger, ma soeur voulait me protéger. Je pense que mon père aussi n'était pas très présent parce que mes parents sont divorcés quand j'avais 3 ans, fait qu'il n'était pas très présent, mais je pense que lui aussi voulait me protéger. Fait que ça fait quelqu'un qui apprend pas à se défendre. Quelqu'un qui est surprotégé, apprend pas à dire « ferme ta gueule », apprend pas à dire « lâche-moi tranquille » ou « arrête » puis à se faire obéir. Fait que, c'est ça. Fait qu'à force de me faire protéger, ben, tu te renfermes, tu t'en dis, ben, regarde. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai grandi.
j'ai été amenée vers, bon, à l'adolescence, ben, j'ai connu la scène. Là? La scène. J'ai connu faire du spectacle. Donc, Okay. je faisais des spectacles de danse, des spectacles de nage synchronisé, des spectacles j'ai chanté sur une scène et tout ça. Puis, je me sentais bien. Je me sentais bien sur parce une que tu scène. pouvais t'exprimer. Ben, je pouvais parler, j'avais le droit à la parole. Mais toute mon adolescence, je faisais 2, 3, 4, 5 pharyngites par année, incapable de parler. La voix partait. La voix partait. Ah. La voix partait. Puis, je pense que c'était en 2010 peut-être, ou dans ces eaux-là, j'ai perdu la voix pendant 6 mois de temps. Je vivais des situations très difficiles à mon travail. En tout cas, je percevais que j'étais persécutée par une collègue. Je vivais beaucoup de refoulement. C'était incroyable. Et j'avais déjà commencé à avoir beaucoup de douleurs physiques. Donc, depuis 2006, j'avais commencé à avoir comme une espèce de ceinture qui me squeezait. Je l'appelais la ceinture. Je l'appelais ma ceinture à l'époque. Avant que avant que je dise la ceinture. Ouais. Ça fait une toute la différence. Ouais. Puis, mais c'est bien que tu le mentionnes parce que les gens ne font pas la différence. C'est ça, dans la maladie. Quand on s'approprie quelque chose, elle reste là, mais quand tu l'éloignes dans le sens là au lieu de ma, ça éloigne. C'est ça. Donc, j'ai cheminé beaucoup parce que cette douleur-là est restée beaucoup longtemps. Ce que ça faisait, c'est que je me couchais le soir, je m'endormais, puis à partir de 2 heures du matin, la douleur me faisait tellement mal que j'étais incapable de respirer, incapable de bouger, incapable de me sortir de là tant que je ne réussissais pas à me lever. Donc souvent, j'étais sur le dos, j'avais les larmes qui coulaient, mais incapable de faire un son, de dire à mon chum, regarde, tu peux-tu m'aider à me lever, il faut que je bouge. Donc ça a été une période très, très difficile de ma vie. Donc j'avais beaucoup donc j'ai dormi assis pendant plusieurs années. Je dormis sur Lazy Boy. Des fois, ça nécessitait là, que, parce que des fois, je me réveillais entre 2 et 5 heures. Ça jouait entre 2 et 5 heures que je me réveillais complètement endolorie, incapable de bouger. Tout avec quel âge? Ça a commencé en 2006. Fait que j'avais, en 2006, je suis née en 73, 83, 93, 2003. J'avais une trentaine d'années, là. Okay. Ouais, c'est ça. J'étais au début de la trentaine, puis c'est ça. Donc, très endolorie, des problèmes de voix, des problèmes de la misère à avaler, de la misère à manger, de la misère à parler. La voix me partait, là. C'était ma marque de commerce, là. Le monde me voyait, ah, ta voix est encore partie. Tu sais, j'avais quasiment plus souvent la voix partie que la voix présente. Puis, au travers de ça, ben moi, à 20 ans, j'ai eu un enfant. Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'ai eu une fille et je l'ai eue toute seule. C'est l'Immaculée Conception. Je l'appelle mon Immaculée Conception parce que, bon, je l'ai eue toute seule. Oui, bon, c'est arrivé... pas dans les contextes idéaux, mais... c'est pas idéal, mais c'est pas normal pour la société. Je me sentais prête, moi, à avoir un enfant. Cet enfant-là a été une surprise, parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, ça faisait comme 3 semaines que j'étais plus avec le géniteur. Fait que là, ça avait été comme, bon, OK, mais j'avais envie d'avoir un enfant. Fait que là, je me suis dit, ben garde, je vais avoir un enfant pour moi toute seule. Je me sentais prête. J'avais envie de revivre mon enfance à travers cet enfant-là, de le vivre avec elle. Et ce qui s'est passé, non seulement je me suis plantée parce que
Tu sais, je dis tout le temps que c'est la meilleure façon d'apprendre, mais j'ai appris en tabarnouche avec ma fille parce que tout ce que je croyais savoir m'a conduit et l'a conduit dans un monde de souffrance, beaucoup. Parce que je me suis, au lieu de plonger à pleine face, puis de rabattre l'enfant que j'avais pas été, parce que je m'étais trop blindée, je me suis enfermée dans une espèce de rôle de responsabilité. J'étais toute seule, donc il fallait que je trouve des sous. Donc, tu as 2 puis 3, puis des jobs, tu travailles jour et nuit, ça n'a pas d'importance. Tu travailles, tu donnes... Tu as envie de donner la meilleure éducation à ton enfant. Tu as envie de faire de lui l'enfant le plus heureux du monde. Tu as envie ce que tu sais, tu as envie de transmettre au centuple parce que tu dis, hey, c'est ça qu'il faut, ben, je vais le faire au centuple. Puis, je me suis plantée solide parce que c'était pas ça qu'il fallait à un enfant. Il fallait juste que j'écoute mon cœur. Mais c'est ça, en m'emprisonnant dans la prison de responsabilité, ben, j'ai passé à côté de toutes les petites joies que j'aurais pu vivre avec ma fille. Et ça, ben, ça m'a beaucoup bouleversée parce que, bon, tu deviens malade à travers ça parce que chaque fois que tu te rends compte de toutes les croyances que tu avais puis qui t'ennuient, puis que tu regardes ton enfant que tu voulais la plus heureuse du monde puis qui est brisée, ben, tu te remets sérieusement en question, puis de la culpabilité, tu t'interroges, comment ça se peut? Comment est-ce que je peux donner tout mon amour à mon enfant et qui se retrouve aussi brisé? Donc, on a cheminé toutes les deux beaucoup à travers ça. Moi, quand j'ai eu ma fille, j'avais déjà 2 dépressions à mon actif. Donc, je n'étais pas la stabilité incarnée parce que je vivais en high en permanence. J'étais tellement palpitée par la vie que, tu sais, puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive quand tu es palpité par la vie puis que tu dors pas, tu manges pas, tout ce que tu fais, c'est ben, tu tombes. Donc, la première dépression que j'ai vécue, mon entourage ne me connaissait pas comme dépressive. Donc, je l'ai vécue en cachette. Donc, pas de médecin, pas ma mère. Même ma mère, elle l'a su juste quelques années plus tard. Il y a une personne qui s'en est rendu compte, puis c'était mon coloc, parce qu'il me voyait pleurer en écoutant les pierres à feu. Il me voyait manger du McDo, me nourrir que de McDo puis de ramen. C'était comme, excusez le branding, mais c'était, regarde, j'ai travaillé là 5 ans, fait que ça aussi, ça a été une belle drogue parce que j'étais tout le temps avec le monde, parenthèse fermée. Donc c'est ça. Fait que mon coloc s'est rendu compte, il m'a brassé la cage, il a dit, garde, ça va faire, là. Ça va faire, là. Tu vas manger, tu vas dormir, puis tu sais, fait que ma deuxième dépression, ben là... Tu mens ou là? Je parle pas assez. Je parle au passé, je me replonge dans le passé, je fais un effort de me replonger dans le passé parce que maintenant je suis au présent. Donc, la deuxième dépression que j'ai faite, c'était juste avant d'avoir ma fille. Donc, j'avais 18 ans à peu près. Puis, ça a été l'élément déclencheur, ça a été une peine d'amour, mais c'était pas avec le géniteur, c'était avec un autre. Encore là, je me suis fait... À l'époque, je voyais ça comme je me suis fait voler mon chum. Ben, j'étais pas jaloux, j'étais pas possessive. Qu'il m'ait trompée, ça me dérangeait pas. C'est de voir à quel point on vivait un amour que je qualifiais à l'époque de parfait. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, ça allait bien, on avait une belle complicité à tous les niveaux. Puis, tout à coup, il y a une personne qui arrive, qui choisit qu'elle veut cet homme-là, et elle se l'approprie. Et tout à coup, l'univers
vire de bord. OK. Tu te dis, comment est-ce que ça se peut? Puis, tu sais, je crois pas que c'était une illusion, c'était partagé, c'était réciproque. Parce qu'on on en a parlé, parce que moi, je suis amie avec toutes mes ex. Je parle encore avec toutes mes ex. Je crois que quand on est en amour, on vit une relation avec quelqu'un, peu importe comment ça finit, peu importe où est-ce que tu es rendu, tu as vécu quelque chose qui t'a apporté beaucoup dans ta vie. Puis moi, je trouve que tu laisses pas une personne partir avec ça. Tu continues de garder cette vibration-là. Donc, je suis restée... en tout cas, j'ai adopté ce concept-là. Je suis amie encore avec la grosse... Ben, ceux qui ont eu un impact assez important là, dans ma vie pour que... Fait que... Mais t'apprenais à travers tout ça. Là. Oui. T'étais en train de magasiner. Oui, oh, oui, j'apprenais. J'étais une... J'appelle ça avoir je suis une gourmande évolutive. OK. J'avais une curiosité évolutive insatiable. OK. Donc, oui, les dépressions que j'ai vécues, je les vivais beaucoup dans l'observation de moi. J'étais vraiment... même à 15 ans, je raconte dans une de mes conférences, quand je me suis fait agresser sexuellement, même ce phénomène-là que j'ai vécu, je l'ai vécu de l'extérieur. J'étais tellement blindée que quand c'était trop physiquement, que je me disais non, je vais trop souffrir. Sortais de ton corps. Tu sais, les souvenirs que j'ai de l'agression sexuelle que j'ai vécue, je la vois comme ça. J'étais sur le dos, mais je la vois comme ça. Les images, toutes les images que j'ai, c'était comme si j'étais là, puis que je me regardais. Je me dis, tu sais, c'était comme, oh, ça se corse, pouf. Je me sauvais pas physiquement, je me sauvais intérieurement, je me sauvais. Fait autant quand les dépressions, tous les événements que je vivais, même une fois, le feu il a pogné chez nous. J'étais petite, là, je devais être peut-être en 4e année, ou juste dans ces eaux-là. Puis le feu il a pogné chez nous, on mangeait de la fondue, le feu pogné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis installée dans le salon, puis je riais. Puis là, je regardais ma soeur qui essayait d'arracher l'extincteur. Je regardais ma mère qui essayait d'éponger avec les napkins sur la table. Puis je regardais mon beau-père qui essayait de décrocher le lave-vaisselle de la prise du lavabo pour générer de l'eau. Puis moi, j'étais dans le salon, puis je riais. Donc, j'étais comme pas totalement là. C'était pas incarné. Je m'observais. J'observais. Puis... c'est ce qui a fait que j'ai été capable, au niveau, quand je faisais des dépressions, puis quand j'ai vécu la 3e dépression, ben, chaque fois, je m'observais encore plus. La grossesse que j'ai vécue avec ma fille, ça a été... Wow, ça a été vraiment... J'écoutais tout ce qui se passait en dedans de moi. J'écoutais, avant de manger, je demandais, est-ce qu'on a envie de manger ça? Ça a été beaucoup quelque chose qui m'a permis d'écouter mon corps, de me reconnecter avec mon corps. Ma grossesse, ça a été vraiment une grosse connexion avec mon corps, d'explorer tout ce que je pouvais, toutes les vibrations que je pouvais ressentir, qui n'émanaient pas de moi, mais oui de moi, parce que c'était une relation. Je pense que ça a été la première relation que j'ai vraiment eue avec quelqu'un où est-ce que je me permettais d'être complètement dans mon corps puis connectée. C'est à travers cette grossesse-là que j'ai vécue que je me suis connectée avec ma fille. Merci, Darren. Merci. Donc, ça a été vraiment une grossesse merveilleuse que j'ai vécue. Tellement, c'est sûr qu'au début, bon, j'avais des nausées, j'avais des nausées, mais il y a comme un tapis rouge qui s'est déroulé devant moi quand j'ai choisi de... Premièrement, c'est un des premiers grands choix que j'ai fait pour moi,
à l'encontre de tout ce que les autres disaient. Tu sais, Ouais. t'as tous les autres qui disent, tiens, voyons, t'as 19 ans, t'as pas de bon sens, tu peux pas avoir un enfant, t'as même pas une job sur le sens du monde, je travaillais chez McDonald's, on s'en taxe pas les gros revenus à l'époque. À l'époque, tu sais, je gagnais, je pense, c'était des pinottes, là, je pense que j'étais à 4,35 $ ou quelque chose du genre. Donc, puis là, t'as tes amis qui disent, ben t'es folle, ta jeunesse, qu'est-ce que tu vas faire de ta jeunesse? T'as ta mère qui dit comment tu vas faire pour arriver. Tu sais, tout le monde te dit que ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je voulais cet enfant-là. J'avais envie de cet enfant-là, puis ça a été le premier vrai choix que j'ai fait pour moi, que j'ai vécu à 100%. Puis ça a eu quoi? Ça a fait un tapis rouge en avant de moi. Ouais, c'est ça. Le tapis rouge, c'est quoi? Le tapis rouge, c'est... Tout s'est placé. J'ai rencontré la journée même où est-ce que j'ai appris que j'étais enceinte, là, que j'étais à la pharmacie avant de rentrer travailler, puis qu'ils m'ont dit « T'es enceinte, madame? » Puis que là, t'es... Là, tu regardes, ben, êtes-vous contente? Oui! Tu sais, t'es comme l'instant choc, puis là, mané, pouf! Fait que, oui, je suis contente. Fait que là, je suis rentrée travailler totalement survoltée, totalement emballée. Hey, je vais avoir un bébé, je vais avoir mon enfant, tu sais, c'était comme... Puis, quelques semaines auparavant, j'avais rencontré un gars par l'intermédiaire d'une amie. Tu me comptes le tapis rouge, là? Oui, je te montre tout, à quel point tout s'est placé tout seul, tout le long de ma grossesse. Fait que quand j'étais allée, c'est ça, fait que quelques semaines avant, j'avais rencontré, fait que la journée même où est-ce que j'ai su que j'étais enceinte, cet ami-là que j'avais connu, que j'avais croisé une fois, est arrivé au McDo, il est venu dîner, il dit « Qu'est-ce que tu fais à soir? J'avais envie d'aller prendre une bière, tu viens-tu? » Ah, puis c'était un beau bonhomme en plus, j'étais tout emballée. Fait que là, il dit... oui, puis j'ai en plus, je vais avoir une nouvelle à partager. Je suis tout énervée. J'ai oui, c'est super. Fait que je rejoins ce gars-là, on s'en va se promener en ville, on parle, chante. Où ce qu'on était en plus, il y a eu un feu d'artifice. Il y avait un feu d'artifice pas loin de là. Le feu d'artifice, c'est plein. Tu sais, c'était comme. Ah, tu sais, toutes sortes de choses. Après ça, ben là, lui, il était là. Ben, en tout cas, j'ai eu des nausées. Mon début de grossesse, les quelques mois, ça a été difficile. Il était là, il me tenait les cheveux à attendre que ça sorte. Il venait me porter de la bouffe pour pas que je mange du McDo, vu que je travaillais, puis que je faisais des doubles. Puis il venait me porter de la bouffe pour que je mange santé, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, pouf! On s'est séparés comme ça. Il est parti. On est encore Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 mois que j'ai eu de la misère avec ma grossesse. Ah, ouais. Après ça, je me suis mis à péter le feu. Donc, j'avais de l'énergie. J'ai fait du ski alpin jusqu'à 7 mois et demi. J'avais de l'énergie, j'étais heureuse, tout allait bien. J'ai même revu, j'appelle une de mes amies pour aller prendre un café ou je pouvais. En tout cas, j'appelle un ami pour la revoir. Finalement, elle n'était plus avec son chum. Fait que c'est son chum, son ex qui répond, qui était un gars avec qui j'avais eu beaucoup de plaisir au secondaire. Ah, est-ce qu'on se voit? Est-ce que tu fais? Puis tout. Fait que, part avec... puis, tu sais, cette personne-là a eu ça m'a donné accès à une autre personne qui m'a donné une facilité pour acquérir toutes les ressources que j'avais besoin pour subvenir aux besoins de ma fille. Okay. Donc, je sais pas si c'était mon tapis rouge ou le tapis rouge de ma fille, mais l'effet a été le même, c'est que tout s'est placé pour que ça aille bien, pour que j'aime cet enfant-là. J'étais en appartement, j'ai réussi à sous-louer comme ça après un mois, je pense, j'ai réussi à sous-louer pour aller habiter en bas chez mon père, tout ça. Donc, je me suis rendu compte qu'en faisant des choix, oui, c'est ça, en accord avec moi-même, exact. Il y a un phénomène de tapis rouge qui se déroule. Tandis que j'avais eu tant de misère en essayant de marcher comme on me disait de marcher. Fait que... Ah, intéressant comme concept. C'est important ce que tu viens de dire. Là. C'est très important parce que je me suis rendu compte... Parce que là, tu viens de conter toute une histoire pour en arriver à dire que de ne pas marcher comme tout le monde voulait que tu marches, que tu as fait un choix
que quand tu as décidé de faire ce choix-là, peu importe l'histoire, la vie t'a placé, tu appelles ça le tapis rouge, toi? Oui, c'est ça. J'appelle ça le tapis rouge parce que je me suis écoutée, puis tout s'est placé. Je savais pas comment j'allais faire pour gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de ma fille. Je savais pas où est-ce que j'allais habiter. Je savais pas comment j'allais éduquer mon enfant. J'avais des ressources que je me disais, regarde, je vais faire ça comme ça, mais je pensais pas au comment. Puis c'est ça. Ça a été un gros apprentissage parce que je me suis rendu compte que quand on ne sait pas comment, mais qu'on fait comme on le sent, qu'on fait ce qui nous inspire, ce qu'on a envie, ce qui nous palpite, ça se place tout seul. Parce que c'est pas le mental qui interfère à créer ce qu'on pense qu'il faut que ça... Tu sais. Donc, ça a été un gros apprentissage pour moi. Je suis menée à travers l'enfant puis tout ça. Ça n'a pas empêché qu'au niveau éducatif, j'avais pas ce qu'il fallait, puis encore là, j'ai pas écouté ce que... J'ai pas écouté mon cœur, parce que j'élevais ma fille beaucoup avec des croyances. Si tu avais écouté ton cœur, ça aurait été quoi? J'aurais pas été aussi sévère. Non, si tu avais écouté ton cœur, ça aurait été quoi? Je t'ai pas demandé ça aurait pas été quoi, ça aurait été quoi? Ça aurait été quoi? Ça aurait été bien. Ça aurait été bien parce que... T'essayes de te sauver de ma question, là. Non. Parce que je m'écoutais pas. J'écoutais des croyances. J'écoutais pour que ma fille... Mais si tu t'avais écouté, ça aurait été quoi? Tu dis j'écoutais les croyances, mais c'est quoi, toi, ça te disait? Dis-moi un exemple, une croyance que quoi? Une croyance, OK. J'avais la croyance que pour... OK, laisser pleurer un bébé. Oui? On m'avait émis la croyance que faut pas gâter un bébé. Parce que si tu gâtes un bébé, il va abuser. Donc, j'avais acheté cette croyance-là. J'appelle ça acheter parce qu'il y a un prix à payer d'une croyance. Oui. Donc, j'avais acheté la croyance que si on laisse pas pleurer un bébé puis quand il va tout de suite à tout bout de champ, ben l'enfant, il va être gâté pourri. Donc, dans ton cœur, que ça le disait? C'est ça que je veux savoir. À cette époque-là, ça disait c'est la chose la plus importante, c'est de pas gâter mon enfant parce que elle sera pas solide, elle aura pas confiance en elle, elle va tout le temps dépendre des autres. Donc, je voulais faire une fille forte, solide et indépendante. Donc, croyance sociale, avec un peu mêlée avec de ce que toi tu avais vécu, un peu aussi, là. Oui, parce que... solide, parce que... c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai lu comme ça. Donc, quand elle pleurait, ben là, j'avais ma belle-mère, la femme à mon père qui descendait. « Voyons, laisse pas broyer un bébé. » Ma mère, elle disait « Ben voyons, laisse pas broyer un bébé. » Ben, je disais « Ben, elle va savoir qu'avec vous autres, ça marche, mais qu'avec moi, ça marche pas. Puis elle va savoir ça va être solide, puis elle va... » Fait que... C'est pas ça que tu chantais. C'est pas ça que je chantais. C'était très difficile pour moi. Puis comment je compensais pour ça? Quand elle dormait, je passais des heures à la regarder dormir. La culpabilité. À l'époque, non, je n'étais même pas encore à la culpabilité. J'étais dans la conviction que c'était comme ça qu'il fallait agir, puis que c'était souffrant non, mais être parent. Quand tu allais au-dessus de son lit, puis tu la regardais dormir des heures, là, c'est quoi tu sentais? C'est la culpabilité? Non, pas encore. J'étais pas encore dans la culpabilité, parce que j'étais dans je peux vivre la paix et l'amour que j'ai pour ma fille, parce que là, je suis pas enfermée dans mon rôle de parent. Okay. Donc, je pouvais la regarder dormir, puis je pleurais, je prenais le temps de savourer mon enfant, de me donner le droit aux émotions. Parce que si je voulais montrer une image de quelqu'un de solide puis d'invulnérable à mon enfant, parce que c'est ce que je voulais y enseigner, ben je pouvais pas pleurer, je pouvais pas perdre le contrôle, je pouvais pas m'échapper, je pouvais pas ne pas savoir, je pouvais pas... donc,
je pouvais pas tout ça. Fallait que tu sois forte. Fait que, ouais, c'est ça, fallait que je sois forte. C'est ce que j'avais appris. C'est ce que j'avais appris de ma mère, d'être forte. Puis je trouvais que c'était important, que c'était la seule façon qu'on pouvait réussir à survivre dans ce monde-là. Fait que je la regardais dormir. C'était mon petit moment de cachette que je me permettais de vibrer en sérénité avec mon enfant. Puis, après quelques dépressions, ben là, j'ai dit à mon médecin, là, la troisième dépression que j'ai faite, ben là, je vais avoir recours aux pilules. C'est la troisième, quatrième. En tout cas, à un moment donné, j'ai dit m'avoir recours aux pilules. Ça a l'air que c'est de même que ça marche. J'ai toujours été anti-pilule. Je me souviens, au secondaire, j'avais fait un reportage contre les pilules. J'ai toujours été anti-pilule. Puis, encore là, j'avais un apprentissage à faire qu'on va voir. Là, mais... Donc, je vais moi prendre des maudites pilules. J'avais un enfant, je pouvais pas être 1 an en dépression. J'avais un cycle à peu près là, d'un an. Mes dépressions duraient à peu près 1 an. Fait que je peux pas être 1 an en dépression, j'ai un enfant à m'occuper. Donc, ouais, les pilules, il faut que je me relève vite. Fait que j'ai pris les pilules. J'ai monté à... J'ai pété le 200 livres. En tout cas, j'étais rendue énorme. Puis, après la dépression, je voyais que j'avais plus besoin des pilules. Je voyais que j'étais comme plus en dépression. Et j'ai dit, là, il y a quelque chose qui marche pas. Faut que je retombe en dépression. Non, je me suis dit, comment ça que ça marche pas? Je suis allée voir mon doc, j'ai dit, envoie-moi dans la psychiatrie. Wow. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Je fais des dépressions aux 3 ans. Mm-hmm. Puis je suis une fille, demande à n'importe qui me connaît, je suis une fille heureuse, une fille qui pète le feu, je suis une fille joyeuse, joviale. Tu sais, j'aime la vie. Tu sais, j'ai vécu des choses, j'aurais pu avoir des idées suicidaires ou n'importe quoi, mais j'aimais la vie. Aussi down que je pouvais être, même en écoutant des pierres à feu, en pleurant. Tu sais, j'étais une amoureuse de la vie, pareil. Fait que, je disais à mon doc, je dis, garde, envoie-moi dans la psychiatrie, il doit y avoir quelque chose, un dysfonctionnement dans ma tête, dans mon cerveau qui marche pas. Fait que, je suis allée en psychiatrie. Et j'ai eu mon étiquette. J'étais bipolaire. Ta-na-na-na. Donc là, j'avais mon étiquette. Touc! J'avais la posologie avec ça, tout le package de pilules. Fait que là, t'essayes une sorte. Après ça, t'essayes l'autre sorte parce qu'elle a des effets secondaires. Puis c'est pas l'idéal. T'essayes l'autre sorte. T'essayes la sorte, mais t'as un autre qui te donne, qui contre tes effets secondaires. Puis ça. Fait que j'ai expérimenté les pilules. Puis là, ben, j'ai dit... Les pilules et l'étiquette. Ouais, l'étiquette. L'étiquette. Donc, j'ai expérimenté l'étiquette. J'ai expérimenté le confort que ça peut faire de savoir ce qu'on a. Mm-hmm. Mais moi, j'ai décidé de changer. Je dis, bon, je le sais, peux-tu passer à d'autres choses? Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, ça doit venir de quelque part, ça. Mm-hmm. Donc, j'ai rentré dans moi, j'ai refouillé dans comment est-ce que... Tu sais, c'est comme le phénomène de l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Qu'est-ce qui arrivait en premier chez moi pour que la Terre est bipolaire, les batteries sont bipolaires, tout est bipolaire. On a tout un biorhythme. On fait tout ça. Pourquoi que monter trop haut ou descendre trop bas deviendrait pas bon? Une bonne question, ça. Fait que je me suis dit, ça marche pas. C'est pas parce que je monte plus haut que je descends plus bas. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu parce que je monte trop haut que après ça, je descends bas? Ou c'est-tu parce qu'à un moment donné, j'ai descendu trop bas que j'ai eu besoin de monter haut? Ouais. Donc, ça m'a poussé à beaucoup me questionner sur la source. Il est où le problème? Il est-tu de monter ou de descendre dans mon cas? Ouais.
Moi, j'ai la réponse. Ouais, ben, je l'ai trouvé parce que je suis plus bipolaire. Ben oui, je suis encore bipolaire, on l'est tous, mais je prends plus de médication depuis plusieurs années. Là. J'ai choisi de vivre différemment, d'accepter, puis de fonctionner avec mon mode de fonctionnement. Que moi, je montais plus haut, puis que je descendais plus bas. Donc, j'ai choisi de canaliser mes choses. Alors, mais c'est ça, à l'époque, comment j'ai fait pour trouver ça? Ben, je me suis dit, crème, je me freine tellement. Je me freine parce qu'on m'a dit que ça n'a pas de bon sens de rire puis de faire ça n'a pas de bon sens de faire ça en plein souper dans la famille. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. J'avais vraiment, autant dans ma famille que dans mon entourage, ma spontanéité excessive. D'éclater. Qui était de faire n'importe quoi quand j'avais envie. Ben, ça passait pas dans le moule. Donc, je me suis tellement freinée dans tout ce que j'étais, puis dans tout ce que je faisais, puis dans toutes mes pulsions. Si j'étais une artiste, je suis une artiste, je suis encore une artiste, j'aime être une artiste, mais ma sœur est une artiste extraordinaire, que moi je qualifie d'extraordinaire. Je me disais, ça vaut pas la peine que je sois une artiste si je suis pas aussi bonne que ça. Ouais. Donc, je me donnais pas la peine d'être une artiste. Je chantais, ma soeur chante, ma mère chante, mes parents chantaient. Dans ma famille, on chante, on est des musiciens. Et je chantais, mais je me disais, ben, je suis pas aussi, tu sais, je réussis pas à aller faire des spectacles d'aussi grande envergure que ma soeur, donc j'ai pas de place pour être une chanteuse. Donc, je prenais pas ma place. Je m'affirmais pas. Je me donnais pas le droit d'être moi-même. Donc, tout ça était tellement renfermé qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, je vais prendre des pilules pour accepter ce renfermement-là. Puis, je vais prendre de la boisson pour extérioriser mon surplus. Donc, je suis devenue... donc, je prenais des pilules pour me soigner, mais je prenais la boisson. Puis quand je prenais la boisson, ben là, j'avais le droit d'être folle. J'étais sous la boisson. Les gens associaient pas ça à ton identité. C'est la règle sociale. C'est ça. Donc, tu dis, ben regarde, quelqu'un qui est sous, n'importe quel... Il a le droit de faire n'importe quoi. Puis ça passe. C'est pas grave, il est chaud. C'est ça, il est chaud. Oh mon Dieu. Fait que je suis tombée dans... Même que ma mère, à un moment donné... Peux-tu te donner une anecdote? Chez nous, on était 10 gars. OK? Moi, j'étais le dernier. Pas grand, puis j'en savais des claques en arrière de la tête. Ah ouais, c'est ça. Puis ma mère me disait, Clamon, pardonne-y, parce que il était chaud. Quand il était jeune, il ferait pas ça. Ben, j'ai dit, maman m'a dit une chose. Quand une personne est chaud, là, il est vraiment lui-même. Ouais. Au contraire de ce que le monde pense. Parce qu'il peut se permettre de faire des choses qu'à jeun, il ferait pas. Ah ouais. Fait que là, ben, j'ai pris de la boisson, j'ai pris de la drogue, j'ai pris toutes sortes de choses. Puis pendant ce temps-là, je pouvais faire toutes les espèces de débilités que je pouvais avoir envie de faire. Dire n'importe quoi mais à n'importe qui. T'en étais-tu consciente? Quand t'étais chaude, là? J'étais semi-consciente. OK. Je me suis amusée, là, regarde, je m'en suis donné à cœur joie. Là. OK. À cœur joie, là. Une espèce de défoulement. Ah, ça a été, là, je te dirais, de 21 à 30 cucs, là, ça a été un 10 ans, là. Ça a été un 10 ans d'extériorisation, là. Ça a été... j'ai abusé, mais c'était légitime. Donc, je me suis gâtée. Puis, je me suis fait un cercle d'amis. Je me suis fait, tu sais, tu deviens que ton milieu social change. Puis ben oui. Puis je me suis trouvé des gens qui m'acceptaient même quand j'étais chaude. Même quand j'étais gelée. Puis que je faisais des conneries pas de classe. Merci. Vous savez de qui je parle. Dan, tu sais que je parle de toi. Natacha, tu sais que je parle de toi. Des amis. Caro. Des amis qui m'ont accepté
malgré tout le mal que j'ai pu leur faire, malgré le mal que les comportements, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Même Gino, j'ai fait des choses que, my God, tu sais, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, tu dis, ben écoute, là, oui, j'ai perdu le contrôle. Puis je me suis dit, c'est dans la perte de contrôle, c'est en voulant avoir le contrôle que j'ai perdu le contrôle. Mm-hmm. L'illusion du contrôle. Mm-hmm. L'illusion du contrôle, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai combiné justement la médication. Ben, je me disais, avec ça, je tomberais pas, je partirais pas trop. Puis là, ben, l'alcool faisait que ça enlevait le trop de contrôle des pilules, puis que là, ben, je pouvais m'échapper un peu. Tu sais, fait que c'était comme... c'est l'illusion du contrôle qui a fait. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, choisis de fonctionner différemment. Je me rends compte que j'ai besoin d'être moi-même. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'être folle. Je veux être moi. Mm-hmm. J'ai besoin d'être moi. C'est juste ça. Mais tu comprenais-tu, c'était quoi, toi, à ce moment-là? Oui, là? c'était... J'incarnais la spontanéité. Okay. C'est ce que j'étais. Ma mère m'a toujours appelé son petit rayon de soleil parce que j'étais une joie de vivre. J'étais spontanée. Mais on m'a tellement convaincue que c'était pas une bonne idée, qu'on était trop vulnérable quand on faisait tout ça, que je pouvais pas. Mm-hmm. Donc, être moi, c'était d'être spontanée, naturelle. Donc, j'ai arrêté de m'emprisonner. Mm-hmm. Je me suis donné le droit d'être moi-même. Comment t'as fait ça? Ben, premièrement, j'ai fait un choix. Bon, oui, tu sais, je me suis dit, regarde, je ne veux plus dépendre des pilules. Bon. Je connais la source. Je connais la source de mon bobo. Je vais soigner mon bobo. Mais là, ces médicaments-là, il y a un phénomène de carence qui se produit, que si tu arrêtes, ben, inévitablement, soit tu chutes, soit tu repars en hype, dépendant des gens. Donc, j'ai dit, je vais faire ça quand même sur le sens du monde. Donc, j'ai eu recours à des produits naturels, l'homéopathie, pour faire la compensation physique de la chimie. Je ne ferai pas ça en débile d'arrêter, ça ne me donne rien. J'ai eu besoin d'une béquille. En même temps que je vais cheminer à l'intérieur de moi pour me libérer moi, ben, je vais libérer mon corps de son... Mm-hmm. J'ai su par après que c'est un phénomène que le subconscient ne peut pas juste enlever quelque chose, il faut qu'il remplace. Donc, je l'ai su par après. Mais c'est ça. Donc, au niveau de la médication, j'ai coupé graduellement. J'ai fait ça avec du soutien. Puis là, j'ai eu recours à toutes sortes de ressources, à l'hypnose. L'hypnose m'a beaucoup aidée. Merci à mon hypnothérapeute. J'étais allée voir une kinésiologue qui parlait directement avec mon corps. Donc, j'avais plus cet accès-là. Donc, j'ai besoin d'aide pour recommuniquer avec mon corps. Je me suis donné le droit d'aide, premièrement, en recommençant à dessiner. Je me suis mise à chanter aussi à travers de ça. Je travaillais dans un bar, puis il y avait des chansonniers, fait que j'allais chanter. Et je me sentais bien. Mm-hmm. C'est ça. Fait, je me suis mis à faire du dessin, explorer toutes sortes de matières, puis tout ça. Puis à me donner le droit que, regarde, est-ce que je suis contente de mon dessin? Est-ce que je suis contente de ma peinture? Est-ce que je suis contente des meubles que je conçois? Est-ce que je me suis mis à faire des meubles? J'ai même conçu un sapin de Noël qui se plie comme un livre parce que je voulais pas avoir un sapin naturel parce que pour les contraintes que ça donne. Je me suis dit, regarde, je vais faire je me suis mis à créer. Je me suis mis à me laisser libre cours à ce que j'étais, puis à me comparer seulement à moi-même.
à ne plus me comparer à ma soeur, à ne plus me comparer à... Tu sais, c'est quoi de se comparer? C'est quoi? C'est juste... Puis en plus, on est niaiseux, on se compare tout ça à mieux. On n'a pas l'idée de se comparer à pire. Mais si tu veux te comparer, compare-toi donc autant à mieux qu'à pire pour te faire une échelle qui va monter avec toi. La comparaison, là, yark, caca, ça pue. C'est nocif. C'est pas bon. C'est nocif. La seule personne avec qui on peut se comparer, c'est avec nous-mêmes. Est-ce que je suis satisfaite de mon dessin? Est-ce que je pense que je peux faire mieux? Est-ce que j'ai envie de faire mieux? Oui, j'aurais pu, mais ça aurait pris du temps, puis je suis paresseuse. D'accueillir la paresse. Je me suis permis d'être paresseuse. Je suis très paresseuse. Ah ouais? Je suis très paresseuse. Mais c'est une autre affaire, je ne me donnais pas le droit. Donc, j'ai accueilli ce que j'étais. Oui, mon dessin ou ma toile ou ma peinture ou peu importe l'œuvre que je décidais de créer, est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois? Sûrement, parce que je me suis rendu compte qu'il était top. Est-ce que je pourrais le faire maintenant? Non, je suis paresseuse et je choisis d'arrêter cela puis de me contenter de mon dessin que je trouve poche. J'ai commencé par accepter ce que je faisais tel qu'il était, en observant dans quel état j'étais quand je l'ai faite, en observant dans quel état je l'étais quand je l'observais, en observant mon degré de vouloir. De bien-être. De vouloir. J'avais envie. Puis là, je me suis mis à faire des barbeaux, carrément. De la diarrhée artistique. Fait que là, je faisais ma diarrhée artistique. Fait que là, ça sortait tout croche. Je disais, bon, ça m'a-tu fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. J'ai pris un crayon dans mes mains, puis j'aime ça, avoir un crayon dans mes mains, puis j'aime ça, faire du bruit. Donc, je me suis mis à faire du barbouillage. Je me suis mis à prendre n'importe quel morceau de bois, ou de dessin, ou de carton, puis à faire du n'importe quoi. Puis à accepter que je faisais le choix juste de garrocher. Puis après ça, j'ai développé, j'ai dit, mais ça, j'aime ça vraiment, j'ai envie de devenir optimale dans ça, puis j'ai développé des capacités dans ça. En quoi? Ça m'inspirait suffisamment pour que ma paresse se transforme en passion. Oui. C'est bon. Tu sais, au lieu d'être paresseuse, je me dis, si ça me passionne suffisamment, la paresse, je m'en rendrai plus compte. Non, ça existe ça va se faire tout seul. Donc, je suis devenue une passionnée de faire ce que j'ai envie, de faire ce qui me passionne. Et maintenant, ma passion, c'est d'aider les gens. Parce que je me dis, j'ai vécu, je peux pas passer à côté de... À 30 quelques années, 33 ans, je suis tombée enceinte de mon fils. Je me suis donné le droit, quelques mois auparavant, j'ai dit, je suis tellement bien toute seule. Donc, j'ai appris à être bien avec moi. J'ai été toute seule pendant plusieurs années. Un bon job, ça. Puis j'ai appris à être vraiment très bien avec moi parce que je faisais ce que j'avais envie, quand j'avais envie. Je me faisais pas juger sur la qualité du produit fini. Donc, j'ai appris à m'apprécier. J'ai appris à être bien avec moi-même, à être sereine pour moi et par moi. Puis ça a été parmi les plus beaux cadeaux que je me suis fait. Et je me suis dit, là, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. J'ai envie de rire avec quelqu'un. J'ai envie d'être ce bien-là, mais avec quelqu'un d'autre qui va avoir une même plénitude, un même pour qu'on soit deux entités complètes qui ont du bonheur ensemble, au lieu de vivre une fusion qui crée une dépendance que quand la moitié s'en va, t'es dans la merde. C'est pas ça. En tout cas, moi, l'amour que j'ai dit là, qui est parti, je l'ai vécu comme ça. Ça a été comme... C'était beaucoup trop fusionnel comme amour parce que là, je m'aimais pas encore suffisamment pour être... Donc, là, je me suis dit, je suis prête. Je suis prête à partager ce bien-être-là avec quelqu'un. Ça a pris
quelques semaines, peut-être 2-3 mois. Ça a été presque instantané, puis j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il était loin, là, j'avais pas mis ça dans mes calculs. Il était loin parce que moi j'étais à Québec et lui c'est un beauceron. C'est pour ça que je suis rendue une Josloise d'adoption. OK. Parce que j'ai rencontré mon amour sur Internet. J'ai rencontré mon amour sur Internet et ça a marché. Mais je cherchais pas ça. À l'époque, je cherchais pas ça parce que vu que bon, j'avais arrêté ma médication, j'avais arrêté d'avoir une vie excessive parce que je canalisais à mesure. Ben, je cherchais à me refaire un cercle d'amis qui avaient des passions différentes. L'art, le billard, les quilles. Donc, j'allais sur Internet pour rencontrer du monde avec qui me divertir sans... Fait que, puis finalement, ben, ça a fini que ça a été l'amour, ça a été le coup de foudre avec les deux. Et donc, on s'est connus au mois d'avril et au mois de janvier, je tombe enceinte. Ça a été vraiment très rapide. Et j'avais donc 12 ans, j'avais 11 ans depuis que ma fille avait grandi. J'avais appris beaucoup. Et donc, j'ai eu mon fils que j'ai choisi d'élever à des années-lumière de ce que j'ai fait. Mais j'ai élevé ma fille avec mon cœur, mais dans des croyances. Là, mon fils est rendu à 11 ans. Et je vois que d'élever son enfant avec son cœur et qu'avec son cœur fait toute la différence. Et non d'incroyance. C'est ça, et non dans les croyances. Donc, je suis partie de... Lui, il est proche de sa source. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut. Lui, il a déjà tout en lui ce qu'il lui faut pour être capable de fonctionner. Ben, je vais lui laisser me le dire. Il pleure, c'est parce qu'il a un besoin. C'est moi qui est là pour répondre à son besoin. Donc, je me suis mis à être très, très, très à l'écoute de mon enfant. J'ai dit, il va me le dire, qu'est-ce qu'il a besoin. Il sait. Il sait. Au lieu de contrôler. Donc, je me suis mis à écouter ses pleurs, puis à faire le discernement entre un pleur de couche, un pleur de pipi, un pleur de caca, un pleur de j'ai faim, un pleur de je suis fatiguée, un pleur de j'ai peur, un pleur de... Donc, être suffisamment à l'écoute pour faire la différence. Puis de toute façon, les mères le savent, on finit par faire des discernements. Mais j'étais vraiment très centrée sur il faut me le dire ce qu'il a besoin. Fait que ça a donné un enfant qui s'écoute. Je l'ai écouté, puis je me suis écoutée. Donc, ça a fait un enfant qui aujourd'hui s'écoute. Julien est un enfant, lui aussi en pâte. C'est un enfant de cristal. Donc, il perçoit avec un turbo. Moi, je perçois beaucoup les gens, mais lui, il perçoit énormément les gens. C'est wow, c'est assez époustouflant. Donc, là, il apprend à dealer avec ça parce que là, il s'en rend compte, il découvre cette capacité-là. Puis là, il est en train de choisir de s'y connecter ou pas. J'ai dit, tu as toujours le choix. C'est un choix qu'on fait. Moi, j'avais fait le choix de ne pas me connecter. Et ça m'a rendu malade. Donc, un jour, j'ai jugé que ce serait bon pour moi de faire le choix de me connecter. Connecter. Aux gens, à mon entourage, au lieu de me protéger puis de voir juste ma vulnérabilité, ma fragilité et tout ça. J'ai choisi de me connecter aux gens et de les aider. Je suis capable de percevoir comment ils sentent. Je suis capable de percevoir leur douleur, leur peine, leur joie. Je vais me connecter à ces gens-là, puis je vais les aider. Donc, ça t'a amené à... Ça m'a amené à devenir guide. Guide en libération de l'être. OK. Parce que je suis devenue... je me suis rendu compte que ma drogue, c'était les gens. Pourquoi j'avais ce don, cette capacité-là, cette facilité-là à me connecter aux gens, c'est parce que j'avais un rôle à jouer. J'avais un rôle à jouer.
On existe tous. On a tous un impact sur les autres. On a tous un... Puis ça, c'est qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, là. Puis on ne sait même pas quel impact qu'on a. On est au travail, on est dans la famille, on est n'importe où. On a un impact sur les gens dans la mesure où ils choisissent de percevoir quelque chose de nous. À travers nous. À travers nous. Donc, ils perçoivent des choses de nous. On n'en a aucun contrôle. Ça se fait dans l'inconscient. Souvent, la personne qui nous perçoit, elle le fait en conscience, en inconscience, peu importe. Nous, on émet sans savoir c'est quoi. Donc, j'ai choisi de le faire en conscience. J'ai fait le choix de donner de l'envergure, de donner une présence, de jouer mon rôle à 100%. Puis de choisir quel rôle je voulais jouer dans cette unité-là. J'ai découvert ça à travers mon cheminement suite à l'agression sexuelle que j'ai vécue. Ça a été très drôle, on peut-tu dire drôle, de vivre un tel éveil à travers quelque chose d'aussi pénible. Comment est-ce qu'on peut transformer, j'ai découvert comment est-ce qu'on peut transformer des choses que des fois on pourrait dire c'est la pire chose qui m'est arrivée en la plus merveilleuse chose qui m'est arrivée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, ça s'est pas passé en 2 semaines, là, on s'entend. Ça s'est passé sur quelques dizaines d'années. Plus d'une vingtaine d'années. J'ai vécu toutes sortes de choses. Premièrement, bon, c'est sûr qu'on vit le rejet, on vit le dédain de soi. Je suis sale, je suis polluée, je mérite pas n'importe qui peut servir. Tu sais, j'ai traversé toutes sortes d'étapes. Après ça, tu dis, bon, c'est du passé m'a avancé. Après ça, tu finis quasiment par oublier. Mais tu sais, t'es confronté parce que, veux pas, ben, avoir des relations sexuelles, ben, on en a d'autres. Après, on n'arrête pas là. Donc, tu sais, t'as des positions qui font que, oups, ça te replonge dedans. Fait que là, tu te fais comme titiller par... Puis là, ben, mané, oups, tu croises la personne dans un centre d'achat. Ou tu croises la personne en promenant en ville parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Donc, Puis, pourquoi? J'avais envie de croiser cette personne-là, puis que ça m'affecte plus. Pourquoi que ça m'affecte encore? Ça date de 10 000 ans, là. Comment que ça peut m'affecter encore? Donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai vécu à l'état brut. Je me suis dit, et si, avec tous les apprentissages que j'ai faits toute ma vie, voyant tout ce que ça pouvait apporter, je me suis plantée solide avec ma fille, puis aujourd'hui, tu sais, ma fille m'aime, puis je l'aime, puis on est très proches, mais on a vécu une période dure. J'ai vécu la médication, j'ai vécu toutes sortes de choses, puis crème, on apprend. Je me suis dit, je dois avoir quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre d'une expérience comme ça? T'avais quel âge quand tu réfléchissais à ça, là? À propos de l'agression que j'ai vécue, ça doit faire 5-6 ans. Là, puis je me suis mis à m'interroger sur ça. Okay. Comment est-ce que... ben, je suis allée transformer ça. Oui, comment transformer ça? Ben, je suis allée voir son profil sur Facebook, puis je me suis dit, hey, il y a des enfants maintenant, il doit avoir peur que ses enfants vivent ça. Tu sais, comment... Puis, je me suis posé juste une question très simple. Et si? Et si j'avais besoin de vivre ça? Et si ma curiosité évolutive m'avait poussé vers ça? Si j'avais parfaitement, inconsciemment, créé cet événement-là pour expérimenter ça et un jour aider les gens à passer à travers ça. Puis que j'avais la capacité de passer à travers ça. Parce qu'il y en a qui s'en remettent pas de ça. Ben là, je t'écoute parler, puis...
connais des gens qui ont 60 ans puis ils sont encore dans le traumatisme de ça. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, et si j'avais besoin de ça? Puis ça a fait comme un espèce d'effet de tac au tac, des machines à boules. Tout, 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 tout. J'ai dit, oh, si j'avais besoin de ça, j'avais besoin de quelqu'un pour faire ça. Puis dans ma tête à moi, quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un de souffrant. Quelqu'un qui est dans toute sérénité puis qui va super bien. Il m'a dit, faut que tu sois avancé pour penser de même. Là. Mais c'est la réalité qui m'a frappée en pleine face. Talk! Un mur. J'avais besoin de quelqu'un d'aussi souffrant. Peu importe comment ça avait été généré. Peu importe. Ça peut être en recevant des coups de pied au cul, ça peut être juste parce qu'il a manqué d'amour, juste parce que il sait pas comment demander. Il peut avoir une multitude de choses qui ont mené cette personne-là à souffrir suffisamment pour se servir de quelqu'un d'autre. Ça m'a frappé fort parce que je me suis dit, on était deux personnes souffrantes qui cherchaient des réponses. On était deux personnes souffrantes. En détresse, qui cherchaient à comprendre des choses, qui cherchaient à vivre des choses. Fait que je lui ai dit merci. Premièrement, j'ai vécu, oui, de la culpabilité d'avoir eu besoin de quelqu'un d'aussi souffrant pour mon apprentissage. Donc, je me suis pardonnée à moi parce que je voyais que j'avais eu besoin de ça. Donc je me suis pardonnée à moi. Puis après ça, ben, je me suis pardonnée et je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle. Pas en personne, on s'entend, ça fait tout fait au niveau vibratoire et dans un niveau de conscience. Donc je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle-là dans ma vie. Je lui ai demandé pardon parce que veux pas, quand j'ai été blessée pour ça, ben j'en ai parlé à du monde puis j'avais envie que tout le monde le méprise. Je comprenais pas qu'il pouvait avoir des amis, ce gars-là, puis que moi j'en avais pas. Il y a plein de choses qui se sont passées en moi à ce moment-là qui a engendré une vibration tellement négative et pas bonne. Pas bonne. Tu sais, j'ai envoyé de la méchanceté, j'ai envoyé de la colère, j'ai envoyé de la jalousie, je vibrais sur une vibration malsaine. Puis, je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle-là dans ma vie. Je lui ai demandé pardon. D'avoir eu besoin d'avoir eu besoin de quelqu'un qui souffrait autant. Et le jour où j'ai ressenti ça avec une telle sincérité à l'intérieur que j'en vibrais et que j'en ai pleuré, je lui ai dit merci. Je me suis acceptée dans cet apprentissage-là. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve assez... je me suis réveillée, j'en shakeais, j'étais émue, j'avais un sentiment de légèreté, de sérénité incroyable. Dans mon rêve, j'étais avec lui, dans un lieu public, peu importe. Il était à côté de moi. Il est plus grand que moi, beaucoup. Il était à côté de moi, je le regardais. Puis, lui, il était comme ça, puis j'avais ma main comme ça, sous son bras. Je le soutenais. Je l'ai regardé avec de la douceur, puis il m'a regardé dans les yeux. Puis j'ai vu toute la fragilité, toute la tendresse, tout ce que moi, je recherchais désespérément à cette époque-là. Probablement, si c'est ce qui nous a connectés, probablement que lui aussi recherchait ça
peu importe, je n'ai pas le contrôle, je peux en faire des réductions, c'est mon express. Donc, j'ai ressenti, j'ai vu dans le regard qu'on a échangé, toute la tendresse, la douceur, l'amour, la vulnérabilité qu'on peut avoir d'une personne. Puis ça m'a fait... C'était encore plus libérateur qu'un accouchement. Ça a été... Wow! Je me suis réveillée en larmes avec une... J'avais l'impression que j'aurais pu éclairer la ville. Je me sentais bien, je me sentais sereine, je me sentais libre. Juste parce que j'ai accepté mon rôle, j'ai accepté son rôle et je nous ai aimés dans ce rôle. C'est magique. Ça a été un moment magique et mémorable pour moi. Et ça l'a beaucoup boosté mon élan d'avoir envie d'aider les gens. Parce que j'avais déjà commencé à avoir des indices. Du genre, je me réveille au milieu de la nuit, des inspirations incroyables. Je me lève avec tout concept pour apprendre aux enfants comment ça se vit la vie. Donc, un espèce de schéma, métaphore d'une voiture, que les 4 roues, c'est le cœur, l'amour, le cerveau. Puis là, en tout cas, le dessin, là, je pourrais... un dessin gros de même qui illustre tous les concepts de la vie. Comment se connecter à vraiment ce qu'on est et tout ça. Après ça, tu te réveilles encore la nuit, tu écris une conférence. J'étais pas conférencière. Puis là, tu te réveilles après ça une autre nuit, des concepts beaucoup plus précis comme au niveau de la bipolarité, au niveau des dépressions, au niveau des parents-enfants, tous les apprentissages, les notions que j'avais développées au travers de tous mes apprentissages. Fait que ça sortait. En quelques heures, j'écrivais des pages et des pages. Là. Mon chum, il s'est levé, il dit « C'est quoi t'as fait? J'ai écrit une conférence. J'ai écrit toute la structure pour une série de livres. J'ai écrit 12 tomes. J'ai écrit... Là, t'es comme « Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pas pour mettre ça dans l'évidence, je suis pas pour le faire encadrer sur mon mur. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve à du monde. » Et je me suis dit « Ben, je vais aider le monde. J'ai pas le droit. » Je me disais que j'avais pas le droit de garder ces apprentissages-là que j'avais faits. Puis, ça me fait toujours penser, je repense souvent à une madame que j'ai vue dans un salon qui, elle, a collectionné les décès de son entourage. Son fils était mort, son chum était mort. Je me souviens plus si elle avait 1 ou 2 enfants qui étaient morts. Sa sœur était morte. En tout cas, elle collectionnait les décès. Elle dit « Pourquoi? Pourquoi? Ça l'arrête jamais? On dirait que je fais rien que passer d'un décès à l'autre. » Oh, mais t'es en vie, puis t'es là. T'es rendue une professionnelle de dealer avec le décès. Faisant une connaissance. Deviens une héroïne au lieu d'être la femme en deuil. Donc, je me suis rendu compte que c'est en transformant qu'est-ce qu'on perçoit, qu'on peut passer de victime à héros. Comme ça, en faisant le choix, juste en faisant le choix de percevoir notre vie différemment, tout comme j'ai choisi de ne plus être la victime de l'agresseur, j'ai choisi d'être un partenaire en développement. Je suis devenue en collaboration avec cet être-là. Je suis devenue en collaboration avec tous ceux et celles qui ont la curiosité face à comment ça se vit d'agression, comment on y survit. Je suis devenue une collaboratrice, exploratrice. C'est quoi un scientifique? C'est quoi un scientifique? C'est quelqu'un qui explore, qui essaye. Ben, on est tous, c'est pour ça que j'appelle tout le monde que j'aide, tout le monde qui m'entoure, des explorateurs. On oublie qu'on est des explorateurs. Puis,
Pourquoi est-ce qu'il faut se plonger dans un statut de victime en étant explorateur? Ça me dépasse. Mais on peut faire le choix de devenir le héros de notre histoire. Puis j'ai fait ce choix-là. J'ai choisi d'aider les gens à devenir des héros de leurs histoires. De mettre du confetti du confetti dans leur vie. On peut mettre du confetti à tous les jours dans notre vie. J'appelle ça confetti ta vie. J'ai développé un concept, ça s'appelle, mon slogan, c'est mettre du confetti dans ta vie. Tu devrais passer à tout le monde en parle, toi. À tout le monde en parle! Ouais. Je sais pas, j'écoute pas la télé. C'est très intéressant, Chantal, ce que tu dis là. Puis c'est le but, moi, que je fais des entrevues pour aider le monde. Puis toi, ce que tu dis là, c'est un fléau, ça. Il y a quelqu'un qui me disait ça, tu sais, ma blonde a vécu. Ben oui, mais regarde, tout le monde a vécu ça. Mais tout le monde a resté avec ça. Ils n'ont pas eu l'idée. Il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, moi, j'en connais pas. Tu es la première que je rencontre. Tu es assez jeune, mais les gens que je rencontre qui ont été agressés, c'est l'enfer. Ils vivent encore avec ça. Je me souviens d'une madame qui m'appelait. Elle dit, tu sais, Clermont, tu t'en rappelles, hein? Je te l'ai dit, en 3 ans, j'ai été agressé. J'ai dit, t'as dû aimer ça. T'as dû beaucoup aimer ça. Elle dit, voyons, qu'est-ce que tu dis là, non, là? Puis je dis, quel âge t'es rendu? T'as 53 ans, puis t'en parles encore. T'as dû aimer ça. Faut passer à c'est pas vrai ce que je disais là, mais c'était pour la secouer. Elle réveille. Mais ce que tu es en train, tout ce que tu viens de dire, je trouve ça très intéressant, puis aidant aussi. Il y a des gens, j'invite les gens du Québec à venir te voir, là, parce que... Non, mais c'est la première que je rencontre qui a transformé ça, puis d'une manière aimante envers soi-même. C'est pour ça que je dis... Tu devrais passer à tout le monde en parle. Je sais pas, j'écoute pas la TV. Je sais c'est quoi l'émission. Ben moi non plus. Je sais que c'est Guy à la page, oui. Mais j'écoute pas la télévision. Je trouve que c'est nocif. C'est très intéressant. Puis ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment de l'aide concrète, cela. Là. Puis dans un domaine où il n'y a pas beaucoup d'aide là-dedans, là, au niveau des gens qui ont vécu ces choses-là. Fait que c'est ce que j'ai choisi de faire. D'aider les gens. Bien, ça fait... ouais, c'est bon. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font? Bon, là, c'est sûr que, j'ai mon site web, j'ai une page Facebook, contactmoi.ca. Mon site web, c'est contactmoi.ca. Ce que je suis en train de développer présentement, là, je suis en train de tout refaire mon site web. Je suis en train de développer un programme où ce que les gens vont pouvoir cheminer à leur rythme. OK. Je trouve que ce qui est important en cheminement personnel, puis en croissance, quand on évolue, c'est de respecter son rythme. Mm-hmm. Donc, on va voir un thérapeute, il nous aide, ça dure X. On était-tu dans un état optimal quand on est allé voir le thérapeute ou on était dans le rush entre finir de travailler puis aller s'occuper des enfants? Donc, je trouve que, de un, il faut être dans un état optimal pour choisir d'avancer puis trouver des solutions dans notre tête, être capable de se recentrer suffisamment sur soi pour découvrir des réponses parce qu'ils sont toutes là. J'avais déjà tout ce que j'avais là, mais j'y avais pas accès. Donc, tout est déjà là. Donc, ça va être la capacité de se recentrer, va être dans un état optimal. Donc, le programme web que je suis en train de faire va permettre aux gens de le faire au moment où ils sont optimales et de progresser à leur rythme. Donc, je le segmente au maximum. Donc, j'ai créé 9 blocs de formation. Pour, s'ils veulent faire le bloc 3 6 fois, ben ils font 6 fois. S'ils veulent faire le bloc 6 9 fois, ou le refaire au complet, le concept, dans 5 ans, ben ils le referont. Donc, c'est vraiment de respecter
où est-ce que la personne est rendue. Si elle veut clencher les 4 premiers niveaux, ben, elle les fait, puis moi, c'est déjà quelque chose que je connais ou que je possède, ou je vais juste chercher du petit feedback. Donc, elle progresse à son rythme. Donc, c'est un programme que je suis en train de développer. C'est beaucoup de travail et je souffre beaucoup de développer ce programme-là parce que pendant que je développe ça, je suis pas en train d'aider du monde. Je suis juste en train de préparer à aider du monde. Donc, j'ai besoin de voir du monde. Fait que là, ce que je vais faire pour aider du monde, je vais faire aussi des Facebook Live pour répondre aux questions des gens. Donc, je vais demander aux gens sur Facebook ou sur mon site web que je suis en train de remodeler, de me laisser des commentaires, de me laisser des questions auxquelles je vais pouvoir répondre aux gens. Je fais aussi des conférences. J'adore les conférences. Pourquoi? Ben, je vois énormément de potentiel dans la conférence parce que quand même qu'il y a 50, 100, 200 personnes dans la salle et qui sont tous à des niveaux différents. Ouais. Ils vont entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour leur cheminement. Ils vont entendre où est-ce qu'ils sont rendus à cheminer. Donc, j'aime beaucoup le pouvoir de la conférence parce que je me fais aider par mes guides aussi. Je demande à mettre dans ma bouche les mots que les gens qui sont présents ont besoin d'entendre pour que mon message passe. Mais le concept de base est là, c'est que chaque personne perçoit ce qu'elle a besoin d'entendre au moment. Puis ça fait son chemin. Tous les mots qu'elle va avoir retenus, ils peuvent les servir dans la conférence, ils peuvent les servir la semaine prochaine, qui va faire qu'elle va entendre un mot différemment, qu'elle va voir une personne différemment et tout ça. Donc, j'aime beaucoup le pouvoir de la conférence et moi, ça me fait un bain de foule. J'aime voir les gens, j'aime parler aux gens, j'aime ressentir les gens, j'aime partager une vibration. Mes confettis que j'ai en moi, je veux les répandre, je veux les transmettre. J'ai envie que tout le monde soit des amoureux de la vie. Quand tu fais des conférences, as-tu des conférences sur différents sujets? Oui. Oui. Okay. Comme au Salon international du mieux-être en août dernier, j'avais 3 conférences. La première, c'était sur mieux comprendre les rôles respectifs des parents et des enfants. Donc, on a tous les deux une entité, on a tous les deux une mission de vie. On ne sait pas c'est quoi celle de l'autre. On n'a aucun contrôle sur ce qu'on peut avoir comme impact sur celle de l'autre. Grandissons donc parallèlement au lieu d'essayer de protéger. Donc, ça, c'était ma première conférence. La deuxième conférence que j'ai faite, c'était la démystification de l'ego. Donc, éveil vers la conscience de l'impact de nos croyances. Donc, comment nos croyances, comment il faut, comment tout ce qui nous impacte peut transformer même les actes d'amour en actes destructeurs, autant pour soi que pour la personne qui reçoit. Donc, vraiment comprendre l'impact des croyances, démystifier l'ego. Comment l'ego, les gens ont... Il y a comme une espèce de concept, on l'haït l'ego. Mais il est là pour nous protéger. Donc, pourquoi l'haïr? On va s'en faire un allié. On va reprendre le contrôle sur notre vie dans le sens, on ne laissera plus être au volant. On va dire, regarde, assis-toi du côté helper, là. Moi, j'ai envie d'expérimenter. Puis quand il dit, hey, ça n'a pas de bon sens, ça... OK, oui, je le sais qu'on a déjà fait ça de même. Il faut se parler à haute voix. Les gens, l'ego, il chuchote, là. Ben, moi, je le fais à haute voix. Oui, je le sais que c'est fou. Oui, je le sais que je me suis déjà plantée en faisant ça. Mais là, regarde, viens-t'en, on va aller prendre une bière et on va l'essayer. T'es en train de te boire des centres d'achat assis. Mais c'est vrai! L'ego est là pour nous protéger. Il faut juste se dire, regarde, oui, c'est correct. Merci de me dire que ça se peut que je me plante. Puis de m'éveiller vers, c'est un choix que je fais. Si je me plante, ben c'est le choix que moi, je vais avoir fait d'expérimenter ça. Je vais-tu me planter? Tu ne sais même pas si on va se planter. Tu le sais pas. Tu penses que par rapport à ce qu'on a vécu avant. Oui, exact. Donc,
une vraie nouvelle expérience, ça se vit dans le présent. Pas avec des peurs du passé ou des peurs du futur ou des croyances ou whatever. Ça se vit maintenant comme une nouvelle expérience parce que je suis pas la même personne que dans le temps. Puis j'ai aucune idée de ce que je vais être. Donc ça se vit juste dans le présent, une expérience. Donc, c'était le concept dans ma deuxième conférence. Et la troisième conférence, je me souvenais plus que je parlais des conférences. Et la troisième conférence que j'ai faite, c'était vraiment comment transformer sa vie. Comment faire des boulets qu'on traîne, des ballons. Des boulets du passé, comment les transformer en ballons du présent. Donc, je raconte mon histoire, celle que je viens de vous raconter là. Donc, il va falloir que je remodèle mon histoire. Pourquoi? Parce que là, tout le monde va l'avoir maintenant. Donc, oui, je la donne en conférence. Puis ce qui m'a surpris au niveau de cette conférence-là, les gens qui sont venus me voir après la conférence, c'est... J'aurais pas cru. Tu sais, du fait que moi, je l'avais comme mis de côté, c'était du passé, c'était fini pour moi, je voyais pas comment que ça pouvait aider les gens de raconter cette histoire-là, l'histoire de l'agression, puis comment j'ai transformé ça. Puis, les gens sont venus me voir puis me pleurer d'un bras en me disant « merci ». J'ai dit « ah! » Absolument. Parce que j'ai soulevé des faits, des choses comme... il y avait une dame qui était mère d'un enfant handicapé. Puis elle a eu beaucoup de misère à accepter ça. Ça a été très difficile pour elle. Elle trouve, voyons, pourquoi moi? Puis, tu sais, ça lui a fait prendre conscience qu'elle avait eu la chance que cet enfant-là lui fasse découvrir qu'en elle, il y avait la capacité d'être là pour cet enfant-là. Elle n'aurait pas pu le découvrir autrement. Cet enfant-là l'a choisi. C'est sûr que je suis consciente, c'est pas tout le monde qui partage cette croyance-là. Moi, je pense qu'on choisit nos parents, mais c'est pas tout le monde qui a ces croyances-là. Mais cet enfant-là a vu en elle toute la capacité de passer à travers cette étape-là dans sa vie, d'avoir l'amour, tout l'amour en elle nécessaire pour élever cet enfant-là, trouver l'énergie, la volonté. Donc, elle est devenue l'héroïne mère de son enfant handicapé. J'aime ton concept. Donc, parce qu'elle m'a dit, je suis un peu plus âgé que toi, là. Puis moi, je suis musicien. J'ai gagné ma vie dans les hôtels. Puis à 3h30 du matin, quand je finissais de jouer, je m'assisais au bar avec les gens, puis je jasais. Puis je peux te dire que c'est un fléau, cette affaire-là. C'est une époque, un espace-temps où ça a été très, très, très répandu, que des gens ont été agressés de toutes les façons. Puis ça reste mort. Puis ce que tu viens de compter là, c'est une très belle ouverture pour aider ces gens-là. Je souhaite à tout le monde. Tu disais que tu faisais tes trois sortes de conférences, puis comment qu'on peut te rejoindre, c'est ça, ton site web? Oui, c'est ça. Puis j'ai une grosse conférence qui dure 2 heures et quelques. Ça, c'est une grosse conférence que je fais. J'ai monté un PowerPoint parce que je sais que les gens ont besoin d'images pour que les choses se font. Oui. Donc ça, c'est ma conférence « Être à 100% » que je fais aussi, que je vais faire très prochainement à Québec. Donc, les gens vont pouvoir, probablement au l'Hôtel Normandin sur Pierre-Bertrand. OK. Donc, très prochainement, je veux aller faire cette conférence-là. Je l'ai fait dans la Beauce. Je fais aussi dans la Beauce au Lab, que je donne des conférences, ateliers. Donc, en suivant, sur mon site web, j'ai une page événements. Sur Facebook, j'ai des événements. Donc, je publie toujours. Donc, allez en allant aimer la page de contactmoi.ca. Vous allez pouvoir suivre puis voir tout sur Facebook, ça? Oui, sur Facebook. OK. Donc, par téléphone, les gens peuvent... Oui, les gens peuvent me rejoindre de 8h le matin à 8h le soir. je trouve que c'est important de s'accorder une vie. Donc, de 8h le matin à 8h le soir, je suis accessible sur mon cellulaire. Je suis accessible par email. Mon cellulaire, c'est le 88 369 8789. Donc, je suis accessible de 8 à 8. Courriel. Pour une consultation, que ce soit des consultations pour vous personnellement ou
pour l'harmonie familiale, soit pour le couple, soit pour les relations par-enfant. Je suis avec mon conjoint depuis 12 ans maintenant la magie qui s'opère dans l'authenticité de soi et de se donner le droit de parler, c'est magique. Donc, j'aide au niveau des couples, au niveau des relations parents-enfants et le cheminement personnel. Donc, mon courriel, donc Chantal à commercial, contacte-moi ça. Contacte-moi.ca. Donc, c'est les façons de me joindre. Donc, je suis très facilement accessible, disponible. Oui, je suis à Saint-Joseph-de-Beauce, mais je me déplace pour couvrir Saint-Georges, Québec, parce que ma famille est encore à Québec. Donc, oui, c'est un plaisir pour moi de monter à Québec. Je fais de la consultation autant à Québec là, que tout dans les environs, Chaudière-Appalaches, Québec, puis éventuellement plus loin aussi. Je veux aider les gens, donc je trouve que de pouvoir se promener, c'est une opportunité là aussi. Fait que je suis à votre entière disposition. Chantal, en terminant, ton message pour les gens, ça serait quoi? Mon message pour les gens, deviens le héros de ta vie. Deviens le héros de ta vie. C'est un choix tellement simple, tellement qui fait du bien. Une fois que le choix est fait, là, puis que ça se passe dans notre tête, là, on se sent tellement léger là, quand l'espace d'un moment très petit, on devient léger. C'est une magie qui s'opère. Juste en faisant un choix avec conviction que tu peux être le héros de ta vie au lieu d'être la victime de ta vie. Donc, je t'envoie toutes les confettis du monde. J'envoie toutes les confettis et deviens le héros de ta vie. Merci Chantal. Ça fait plaisir!